À Washington, la stupeur est palpable. À Paris, l'inquiétude se lit sur les visages. Dans les tours vitrées des multinationales occidentales, la panique s'installe. Comment un seul contrat peut-il ébranler un ordre économique bâti sur des siècles de domination? Ce n'est ni une aide, ni un cadeau, ni une dette. C'est un échange commercial, pur et dur, entre deux partenaires qui se regardent enfin d'égal à égal. Ce pacte résonne comme un coup de tonnerre, signe d'une renaissance pour un continent trop souvent condamné à la soumission. Et si, en une seule nuit, l'Afrique devenait le cœur battant d'une révolution mondiale? Imaginez le vacarme des chaînes qui se brisent, le tumulte des entraves qui s'effondrent sur la poussière d'une histoire longtemps écrite par d'autres. Imaginez ce bruit, non pas comme un simple écho, mais comme le tonnerre d'une aube nouvelle qui se lève sur un continent longtemps courbé sous le poids de la domination et du doute. L'Afrique a-t-elle vraiment brisé ses chaînes, ou ne fait-elle que rêver d'indépendance? Car cet accord n'est pas qu'un chiffre. Il claque comme le cri d'une Afrique qui choisit la dignité plutôt que la dépendance, la fierté au lieu de l'humiliation, l'espoir contre l'exil de ses enfants. Soudain, le monde comprend que les règles changent. L'Afrique ne tend plus la main, elle pose ses conditions et ouvre la négociation. Ce soir, ce n'est pas le destin d'un seul pays qui bascule, mais celui d'une génération entière, de Dakar à Johannesburg, de Kinshasa à Addis Abeba. Une brèche s'ouvre dans le mur de la fatalité. Pourtant, le chemin reste fragile. Manquer cette chance, c'est risquer la rechute, voir les jeunes s'enfuir, perdre encore une fois le contrôle de son histoire. Des générations entières ont vu l'humiliation, la faim et le doute imposés à l'Afrique. On lui a répété qu'elle ne pouvait nourrir ses enfants qu'en tendant la main, qu'en acceptant la charité des puissants. Des villages entiers, de la savane du Niger aux forêts du Congo, ont vu leurs récoltes s'amenuiser, non pas faute de savoir-faire, mais faute de moyens, faute de reconnaissance. Des millions d'enfants ont grandi en entendant que leur avenir dépendait du bon vouloir d'autrui, que leur pain quotidien venait d'ailleurs, que leur dignité était un luxe inaccessible. Mais ce soir, un séisme secoue les certitudes. Au centre du Sahel, le Burkina Faso vient de conclure un accord de 25 milliards de dollars en riz avec l'Inde. Pour comprendre comment une nation si souvent méprisée a pu déclencher ce tremblement de terre, il faut revenir sur les faits et plonger dans les coulisses de ce pacte inédit. Tout a commencé bien avant la signature, dans l'ombre des négociations et la tension des rencontres secrètes. Voici comment le Burkina Faso a renversé la table du vieux monde. Depuis des siècles, qui décide vraiment de ce que l'Afrique met dans son assiette? La question semble anodine, mais elle cache une longue histoire d'injustice et de contrôle. Officiellement, on répète sans cesse que l'Afrique serait incapable de nourrir ses enfants, condamnée à tendre la main vers le nord, dépendante d'une générosité distante. Mais cette image n'est pas fortuite. Dès la colonisation, les puissances occidentales ont imposé leurs règles sur les échanges mondiaux. Les terres africaines ont été transformées en champs pour les besoins d'autrui, cacao, coton, arachide, café. Les marchés locaux, eux, se sont retrouvés envahis par des produits étrangers, vendus à des prix défiant toute concurrence, subventionnés massivement par les gouvernements du Nord. De même, au Sénégal, les pêcheurs artisanaux de la Petite Côte, qui jadis fournissaient du poisson frais à toute la région, ont vu les chalutiers géants européens racler les fonds marins, épuiser les ressources et ruiner leur gagne-pain. Ces exemples se répètent du Ghana au Kenya, du Nigeria à Madagascar. Prenons un exemple concret. Dans les années 1990, le marché du lait en Afrique de l'Ouest a été inondé par de la poudre de lait européenne, vendue à des prix si bas que les petits producteurs locaux n'avaient plus aucune chance de survivre. Au Burkina Faso, des éleveurs de vaches peules, autrefois fiers de leur lait frais, ont vu leurs revenus s'effondrer. Ils ont dû vendre leurs troupeaux et migrer vers les villes, abandonnant des traditions séculaires. Refuser cette histoire, c'est refuser de rester dominé. Car, à force de croire que l'avenir dépend des autres, on abdique ses richesses, sa dignité, son pouvoir de décider pour soi-même. Ce n'est pas qu'une affaire de nourriture, c'est une question de souveraineté, de fierté, d'indépendance réelle. Aujourd'hui, pourtant, les lignes bougent. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso a refusé d'attendre une permission de l'Occident. Un accord historique de 25 milliards de dollars avec l'Inde vient renverser la donne, réveiller les espoirs et défier tous les pronostics. Progressivement, les agriculteurs africains ont été relégués au second plan.
Comment lutter face au blé américain, au lait européen, aux riz asiatiques vendus à perte? Les économies ruraux, autrefois vivantes, ont décliné, étouffées par la concurrence déloyale. On a fini par convaincre tout un continent qu'il n'avait d'autre choix que d'attendre l'aide extérieure, que sa sécurité alimentaire ne dépendrait jamais de lui-même. Ce discours n'était pas innocent. Il servait un ordre mondial. En contrôlant les flux de nourriture, les grandes puissances dictaient ce que l'Afrique pouvait consommer, imposaient leurs normes, leurs semences, leurs engrais, leurs règles du jeu. L'image d'une Afrique mendiant est devenue un outil psychologique relayé par les médias, les ONG, parfois même par certains responsables locaux. Comment ce contrat a-t-il vu le jour? Et pourquoi bouleverse-t-il autant l'ordre établi? Derrière les chiffres, une révolution silencieuse se prépare. 25 milliards de dollars. Ce n'est pas juste une somme, c'est un séisme. Ce chiffre a ébranlé la planète parce qu'il porte une histoire de courage et de stratégie là où personne ne l'attendait. Depuis des années, dans l'ombre, le Burkina Faso a semé les graines de son autonomie. Irrigation, mécanisation, formation des jeunes, valorisation des savoirs locaux. Pendant que les experts occidentaux doutaient ou souriaient, le pays construisait, patiemment, une agriculture robuste. Ce contrat change toutes les règles. Il n'y a ni aide déguisée, ni dette toxique, ni conditions humiliantes. Pour la première fois, un pays africain négocie sans courber les chines, sur un pied d'égalité avec une grande puissance mondiale. Regardons l'exemple du village de Koubri, à quelques kilomètres de Ouagadougou. Là, des coopératives agricoles ont misé sur la diversification des cultures, l'introduction de variétés de riz résistantes à la sécheresse et la création de micro-entreprises pour transformer le riz sur place. Les femmes y jouent un rôle central, organisant la récolte, la transformation et même la commercialisation. Cette dynamique locale, répliquée dans des centaines d'autres villages, a posé les bases de la capacité du Burkina Faso à négocier d'égal à égal. Pour l'Afrique tout entière, ce choix du Burkina Faso est un signal de rupture. Il démontre qu'on peut sortir de la dépendance, refuser la charité qui abaisse et imposer sa valeur sur la scène internationale. Ce n'est pas qu'un accord commercial, c'est la souveraineté, la dignité, la fierté retrouvée. L'Inde, immense puissance démographique et premier consommateur mondial de riz, a su voir au-delà des clichés. Elle a compris que sa sécurité alimentaire dépendrait de nouveaux partenaires fiables. Plutôt que de s'imposer, elle a proposé à l'Afrique une alliance durable, fondée sur le respect et l'équilibre. L'Inde, confrontée à ses propres défis internes, croissance démographique, urbanisation galopante, besoin de sécuriser ses approvisionnements, a vu dans le Burkina Faso non seulement un fournisseur, mais un partenaire stratégique. À Washington et Bruxelles, c'est la stupeur dans les couloirs du pouvoir. Les responsables occidentaux voient le vieil ordre chanceler. Les médias parlent de déflagration. Les lobbies agricoles s'inquiètent. Le récit d'une Afrique passive, éternellement assistée, s'effondre brutalement. Pour mieux comprendre l'impact psychologique, rappelons-nous comment, en 1955, la conférence de Bandung a vu les pays du Sud global s'unir pour réclamer la fin du colonialisme. Ce fut un choc pour l'Occident. Aujourd'hui, l'accord Burkina Faso-Inde a un effet similaire. Il bouscule les certitudes, force le monde à se réajuster. Mais ce virage historique n'est pas sans péril. Ceux qui voient leur influence s'éroder pourraient tenter de saboter, manipuler, semer la discorde entre pays africains. La guerre de l'image et de l'influence ne fait que commencer. La panique gagne. Reportages alarmistes, campagnes de désinformation, tentatives de division, tout est bon pour enrayer ce nouvel élan. Car si l'Afrique prouve qu'elle peut nourrir, commercer et s'imposer sans l'Occident, c'est l'équilibre mondial qui vacille. Pourtant, le mouvement est lancé. Le Burkina Faso, en signant ce contrat, insuffle un immense espoir à tout le continent. Il ouvre la porte à une nouvelle ère, coopération choisie, débouchés pour la jeunesse, respect retrouvé sur la scène mondiale. Regardons un précédent historique. Dans les années 1970, la tentative d'OPEP africain dans le secteur du cacao a été sabotée par des interventions extérieures, divisions internes et promesses creuses de nouveaux marchés. Aujourd'hui, la vigilance doit être de mise pour ne pas répéter ces erreurs. Mais derrière les chiffres et les discours officiels, comment ce contrat a-t-il vraiment vu le jour?
Il est temps de lever le voile sur les négociations secrètes et les jeux d'influence qui ont tout changé. Ce n'est qu'un début. Désormais, tous les regards sont braqués sur l'Afrique, entre espoir et inquiétude. Quelles seront les véritables conséquences de cette secousse pour le continent et pour le monde entier? Le lendemain, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le Burkina Faso a osé. Le Burkina Faso a gagné. Ce n'est plus une simple transaction. C'est un signal puissant envoyé à toute l'Afrique. L'unité n'est plus un rêve lointain. Déjà, des chefs d'État voisins discutent d'alliances inédites pour affronter ensemble l'Inde, la Chine ou la Russie. L'espoir naît de pouvoir parler d'une seule voix et d'être enfin considérés comme des partenaires à part entière, non de simples fournisseurs dociles. Et si, dès demain, l'Afrique devenait le grenier stratégique du monde, imposant ses prix et négociant d'égal à égal avec les géants du globe? Cette idée, hier encore chimère, se matérialise aujourd'hui. La signature du contrat historique de 25 milliards de dollars entre le Burkina Faso et l'Inde a ouvert une brèche dans le mur de la dépendance. Sur tout le continent, le vent du changement s'engouffre, porteur de promesses nouvelles. Pour l'Occident, ce pacte est un défi frontal. Les anciennes puissances comprennent que l'Afrique n'est plus ce vaste réservoir de matières premières, corvéable à merci, mais un acteur qui revendique le droit de fixer ses propres règles. Les multinationales, autrefois maîtres des prix et des politiques agricoles, sentent le sol trembler. La donne change et l'Afrique s'émancipe. Imaginez la scène. Des diplomates burkinabés, préparés, déterminés, assis face à leurs homologues indiens dans une salle feutrée de New Delhi. Pendant des mois, ils ont étudié les contrats, analysé les faiblesses de leur économie, consulté leurs agriculteurs et leurs ingénieurs. Ils ne sont pas venus mendier, mais proposer. Les discussions sont âpres, les enjeux immenses. Chaque clause est négociée, chaque mot pesé. Un soir, après de longues négociations, un compromis est trouvé. Le prix du riz sera fixé selon un indice commun. Les livraisons garanties par une flotte mixte et la transformation d'une partie du riz se fera localement, créant ainsi de l'emploi sur place. Prenons l'exemple du Nigeria, où des jeunes diplômés en agronomie créent aujourd'hui des startups pour optimiser la production de manioc. Ils utilisent des drones pour surveiller les cultures, des applications mobiles pour connecter acheteurs et vendeurs, et créent des emplois là où, hier encore, on ne voyait que misère et exode. Ce message s'adresse aussi à la jeunesse africaine, souvent tentée par l'exil. Aujourd'hui, le continent l'appelle à bâtir et réussir ici, chez soi. Car de nouveaux horizons s'ouvrent, des formations adaptées, des emplois dignes dans la production, la transformation, le transport ou la commercialisation des richesses locales. Désormais, le futur ne s'arrache plus ailleurs, il se forge sur la terre natale. Ce réveil passe par des investissements massifs, décidés et contrôlés ensemble. Routes, silos, réseaux logistiques, mais aussi montée en gamme de la chaîne de valeur, tout doit être repensé. L'objectif, ne plus jamais exporter des matières brutes à bas prix, mais vendre des produits transformés, innovants, à forte valeur ajoutée. Ainsi, chaque dollar investi profite enfin à l'Afrique tout entière. Mais tout changement attire des résistances. Quels obstacles attendent l'Afrique sur ce chemin vers la souveraineté? Regardons le cas du cacao ivoirien. Pendant des décennies, le pays a exporté ses fèves à bas prix, laissant la France et la Suisse récolter les bénéfices du chocolat. Aujourd'hui, des coopératives ivoiriennes créent leur propre marque, vendent du chocolat fini à Abidjan, à Paris, à Dubaï. C'est ce type de transformation qui doit inspirer tous les secteurs. Mais la route vers la souveraineté est périlleuse. Les pressions extérieures seront fortes, les tentatives de déstabilisation nombreuses. Il faudra résister, défendre ses nouveaux intérêts avec intelligence, unité et persévérance. Car le vrai pouvoir, c'est de tenir la barre malgré les tempêtes annoncées. Ce qui s'esquisse dépasse un simple accord commercial. C'est le début d'une ère où l'Afrique choisit son destin dans la dignité, l'ambition et la solidarité. Les premières pierres de cette maison commune sont posées et déjà, l'espoir grandit. Ce n'est pas une simple victoire, c'est un plan d'action pour l'avenir. Ce contrat historique n'a rien d'une exception isolée. Il doit devenir la nouvelle norme sur tout le continent africain. Burkina Faso ne fait pas couvrir la voie. Il trace la route à suivre, ensemble, pour que cette percée devienne un mouvement irréversible. Prenons l'exemple du Rwanda, qui, après le génocide, a misé sur la transformation locale du café.
Aujourd'hui, le Rwanda Red Bourbon est exporté comme un produit premium, générant 10 fois plus de revenus qu'auparavant. C'est cette logique de création de valeur qui doit guider tous les leaders africains. Première leçon, adressée à tous les dirigeants africains. Il est temps d'investir massivement dans la production locale. Ce n'est ni l'aide extérieure, ni les vieilles recettes qui changeront notre destin, mais la valorisation de nos terres, de nos idées et de nos talents. L'innovation agricole, l'industrialisation des filières et la coopération régionale ne sont plus des choix, mais des obligations. Chaque pays qui s'engage dans cette direction construit pas à pas l'autonomie collective. À la jeunesse africaine, ce contrat tend un miroir. Il reflète la valeur du travail, du courage et de la détermination. Ce n'est pas le hasard qui a permis à Ouagadougou de signer un accord de 25 milliards de dollars, mais l'audace et la foi dans la capacité de rendre réels des rêves longtemps jugés impossibles. À vous, jeunes d'Afrique, d'oser, de croire en vous et de rejeter le récit du manque et de la résignation. L'union, la créativité et la persévérance sont les vraies ressources de notre continent. Imaginons une jeune femme de Bamako, diplômée en ingénierie, qui lance une entreprise de transformation de mangue séchée. Il y a 10 ans, elle aurait été contrainte d'émigrer. Aujourd'hui, grâce à un écosystème entrepreneurial naissant, elle emploie 50 personnes et exporte ses produits en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Troisième leçon, pour l'ensemble du peuple africain, la dignité ne se réclame pas, elle se conquiert. Ce contrat n'est qu'un début. Il prouve que la souveraineté ne se donne pas. Elle s'arrache par la vision, le courage et la solidarité. Plus aucun Africain ne doit supplier pour sa place à la table du monde. Nous y sommes conviés par la force de nos actes et la clarté de notre ambition. Mais attention, chaque avancée africaine attire des résistances. À chaque pas, les forces du doute, du sabotage et de la division tenteront de freiner notre marche. Les intérêts menacés chercheront à semer la discorde, à corrompre, à ralentir l'élan. Il faudra rester vigilant, uni et lucide. La réussite attire les regards, attise les rancœurs, mais c'est dans l'épreuve que se révèle le vrai courage collectif. Le risque est immense. Si nous perdons cet élan, si nous laissons revenir la dépendance ou le découragement, une génération entière verrait s'effondrer l'espoir de souveraineté, de prospérité et de respect. Ce serait retomber dans la passivité, accepter de nouveau le rôle de spectateur de notre propre histoire. Nous n'avons plus le droit de reculer. Alors, à chaque dirigeant, à chaque jeune, à chaque citoyen, l'appel est clair. Transformez ce succès en mouvement, refusez la résignation, cultivez l'audace et bâtissez l'Afrique que vous voulez transmettre à vos enfants. Le temps de l'orgueil retrouvé est venu. Marchons ensemble vers la dignité conquise. Ce contrat n'est qu'un point de départ. L'enjeu désormais est de transformer cet essai en dynamique durable. Mais comment faire face aux obstacles qui se dressent déjà à l'horizon? L'histoire n'appartient pas à ceux qui attendent, elle sourit à ceux qui osent prendre la suite. Aujourd'hui, l'Afrique n'a plus à demander la permission. Le contrat historique de 25 milliards de dollars entre le Burkina Faso et l'Inde n'est pas qu'un exploit commercial. Il incarne le cri d'une génération qui brise enfin des siècles de dépendance. C'est une déclaration d'indépendance pour un continent tout entier. Ce n'est pas qu'un accord sur le riz. C'est la preuve vivante que la souveraineté africaine est possible, que la dignité peut cesser d'être une exception. Les chaînes de l'aide et de la domination tombent, une après l'autre, dans le fracas du vieux monde qui s'efface. Mais la sortie de la dépendance n'est qu'une première étape. Le véritable combat commence. Imposer l'Afrique comme moteur d'un nouvel ordre économique mondial. Ce contrat est la première pierre d'une révolution psychologique. Désormais, chaque Africain, qu'il cultive la terre à Bobo-Dioulasso, étudie à Nairobi ou innove à Lagos, peut regarder le monde droit dans les yeux. La fierté retrouvée ne doit pas s'arrêter au slogan. Elle doit devenir action, force collective. Car le risque, maintenant, serait de se contenter de cette première victoire. Nos adversaires espèrent notre fatigue, notre division, notre retour aux vieilles habitudes. Mais nous savons que l'avenir africain dépend de notre capacité à transformer ce succès en mouvement irréversible. Il ne suffit plus d'applaudir du bord de la route.
Il faut entrer dans la marche, réclamer sa place, défendre l'indépendance chèrement conquise. Les défis seront immenses, pressions internationales, tentations du passé, divisions internes. Mais rappelons-nous, nul peuple n'a bâti son avenir en restant spectateur de sa propre histoire. Ce soir, je m'adresse à chaque enfant du continent, à chaque homme et femme debout dans le tumulte du monde. L'ère de la soumission s'achève, l'ère de la souveraineté commence. La voix de l'Afrique ne sera plus jamais dictée ni ignorée. Soyons fiers de chaque hectare cultivé, chaque marché conquis, chaque rêve affirmé face à ceux qui doutaient de nous. C'est ensemble, et seulement ensemble, que nous ferons de cette victoire le socle d'une Afrique souveraine, respectée et influente. Rien ne sera donné, tout sera conquis. À nous de faire de chaque avancée une étape de notre libération irréversible. La victoire du Burkina Faso appartient à tous. Ce n'est plus le temps de la résignation, mais celui de la conquête. Refusons d'être spectateurs, devenons bâtisseurs de la prochaine génération. Que chaque Africain, du nord au sud, de l'est à l'ouest, se lève pour défendre l'indépendance et poursuivre la marche commencée aujourd'hui. Pour terminer, souvenons-nous d'un proverbe africain. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. L'Afrique est prête. L'Afrique avance. Et cette fois, personne ne l'arrêtera.